Hello, everyone, and welcome to Queering GBV Prevention and Intervention, What Social Service Providers Need to Know, Report and Toolkit Launch Panel. I'm Hélène Bigrad-Dutrisac. I use she, her pronouns, and I work with the Canadian Women's Foundation. I'm situated on what is now known as the island of Montreal, traditional territory of the Kanien'kehá:ka, Haudenosaunee, and Anishinaabe. I'm going to get us started and then hand it off to Julia Falco from Wisdom to Action. The work of the Canadian Women's Foundation and that of the programs we support take place on traditional First Nations, Métis, and Inuit territories. We're grateful for the opportunity to meet and work on this land. However, we recognize that land acknowledgements are not enough. We need to pursue truth, reconciliation, decolonization, and allyship in an ongoing effort to make right with all our relations. If you don't know about us, the Canadian Women's Foundation is a national leader in the movement for gender equality in Canada. Through funding, research, advocacy, and knowledge sharing, we work to achieve systemic change. Some technical details. If you haven't already, please click the interpretation option at the bottom of your screen and select a language channel. We have interpreters working today to make sure everyone's words are understood, so please select English or French from the options to ensure a seamless experience for you. There's also captioning available today in both French and English, so please visit the links in the chat box. Quelques détails techniques. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur l'option Interprétation au bas de votre écran et sélectionner le français ou l'anglais selon votre choix. Nous avons de merveilleux interprètes qui travaillent fort pour que tout le monde soit bien compris et un service de sous-titrage en français et en anglais est aussi disponible. Donc, veuillez consulter les liens dans le chat pour y avoir accès. If you have questions, please type them in the Q&A box during the event. Si vous avez des questions, veuillez taper vos questions dans la boîte de questions et réponses au bas de l'écran. Nous allons faire de notre possible au courant de la présentation pour répondre à toutes les questions. Si jamais vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire un mot dans la boîte de chat et nous allons faire de notre mieux pour vous aider. Avant de passer la parole à ma collègue, je vais vous donner un peu de contexte. Alors, dans le projet pour améliorer la résilience des collectivités, nous travaillons avec l'équipe merveilleuse de Wisdom to Action pour faire de la recherche sur les collectivités du LGBTQ+ au Canada. Nous voulons répondre aux lacunes qui existent depuis longtemps dans les services offerts à ces collectivités. Peu après le début de la pandémie, il y a eu de plus en plus d'incidences de violence donc, jusqu'au point où l'ONU a nommé cette pandémie une pandémie de l'ombre. La plupart des incidents de violence fondés sur le genre se sont centrés sur les relations hétérosexuelles cis, mais comme notre rapport le montre, la violence genrée est vécue également par la communauté LGBTQ+. Et cette violence genrée a également augmenté au courant de la pandémie. Dès que les collectivités vivent des stress, que ce soit à cause de désastres causés par les changements systémiques, à cause de problèmes économiques ou de crises de santé publique, la violence fondée sur le genre augmente. Le projet Shockproofing de la Fondation tâche de mettre en place des mesures qui se veulent inclusives et intersectionnelles, qui veulent reconnaître le vécu des collectivités d'ESLGBTQ+. Et maintenant, je vais passer la parole à Julia Falco de Wisdom to Action qui va animer notre rencontre aujourd'hui sur ce que les organismes du service doivent connaître pour mieux soutenir les survivants et survivantes. Merci Hélène. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Julia Falco et j'utilise le pronom « elle ». Je me joins à vous aujourd'hui d'un territoire algonquin, Anishinaabe, qui n'est non cédé, qui est souvent connu sous le nom d'Ottawa, et je travaille avec Wisdom to Action. Je suis honorée de tenir cet espace avec vous aujourd'hui. Nous vous encourageons, notre public, à participer. Nous avons une boîte de chat et nous avons aussi une boîte de questions et réponses. Nous demandons à tout le monde de garder cet espace, un espace sécuritaire pour tout le monde. Donc, nous ne tolérons pas les commentaires racistes, transphobes, homophobes ou biphobes. Et nous allons retirer les personnes qui font des commentaires haineux. Donc, nous avons eu l'honneur immense de travailler avec la Fondation canadienne des femmes pour faire de la recherche
sur la violence genrée contre les personnes 2LGBTQ+, 2SL-LGBTQ+. Donc ça, ce sont les personnes qui sont bispirituelles, queer, lesbiennes, gays, trans ou en questionnement et plus. Donc, nous avons posé des questions par rapport aux services sociaux et auprès de différentes personnes militantes. C'est vraiment les connaissances de ces personnes qui sont sur le terrain qui nous a donné autant de connaissances sur l'intervention sur le terrain. Alors, le rapport présente ce que nous connaissons sur l'étendue de la violence genrée et de son impact dans la communauté 2SLGBTQ+. Et particulièrement, nous voulons connaître la vie des personnes trans, la jeunesse, des personnes incarcérées, des personnes de couleur et des personnes migrantes. Nous voulons regarder donc à la violence interpersonnelle. Le rapport, en fait, plutôt regarde la violence dans la rue, la violence dans leurs rapports interpersonnels, mais aussi particulièrement la violence vécue par les personnes 2LGBTQ+, lorsqu'elles tentent d'accéder à des services. Donc, nous avons mis en place un programme pour aider les survivants qui souligne les lacunes auprès des services qui sont offerts à la communauté du LGBTQ+. Et nous voulons aussi offrir des recommandations des services, des recommandations des conseils et des données pour que les personnes qui travaillent dans le secteur puissent être plus informées. Nous sommes vraiment excités aussi de lancer une trousse d'outils. C'est vraiment une trousse très courte de 5 pages, toute simple, qui offre des conseils pour les personnes qui offrent des services, mais aussi pour les organismes dans leur ensemble. La trousse est disponible sur le site web de la Fondation canadienne des femmes. Vous pouvez regarder le lien qui se trouve dans la boîte de chat pour avoir plus de détails. Et maintenant, nous allons présenter nos panélistes pour la journée. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous présenter Jess Fisher, qui utilise les pronoms elle ou yel et qui est à Saskatoon. Jess est queer, neurodivergente, bispirituelle, métisse du territoire de Traité Sexe et elle habite à Saskatoon, en Saskatchewan. Pour l'organisme pour lequel elle travaille à retirer les obstacles que les personnes LGBTQ+ vivent, que ce soit l'accès à la justice ou à la santé. Donc, elle travaille à essayer de créer la connexion avec un focus sur l'intervention et l'inclusivité. Ensuite, nous sommes très heureuses d'avoir la présence de 2 panélistes du Conseil ontarien qui travaillent auprès des agences qui offrent des services aux immigrants et particulièrement pour leur initiative Positive Spaces. Sisway travaille pour Ocadio. Elle est présentement à travailler près de l'innovation pour soutenir les initiatives du OCACI, qui est un organisme ontarien. Elle fait partie de différentes initiatives qui créent un réseau pour aider les personnes migrantes qui arrivent au Canada et qui font partie de la connectivité 2SLGBTQ+. Et ensuite, Onur est une femme queer musulmane qui travaille récemment. Elle est une personne qui est arrivée au Canada il n'y a pas si longtemps, qui apporte énormément d'expérience à soutenir les personnes de LGBTQ+. Avec ses identités intersectionnelles, elle fait de la recherche, de l'éducation et de la défense des droits. Elle détient une maîtrise et est passionnée par l'éducation communautaire. Ensuite, je suis heureuse de vous présenter Tamara Lacasse du Conseil québécois LGBT. Tamara est une gestionnaire de projet pour le Conseil québécois LGBT, où elle travaille pour un projet pilote pour en venir avec la BRIE vers une complémentarité des services en violence sexuelle soutenant les survivantes LGBTQ+, et bispirituelles. Cette initiative veut soutenir les personnes qui ont été victimes de violences et qui sont dans la collectivité du LGBTQ+, et qui travaillent auprès des fournisseurs de services dans 4 régions du Québec. Elle travaille aussi pour le Roundhouse Café, un programme de soutien pour
les personnes LGBTQ+ autochtones qui cherchent de soutien. Jess Sisway, honneur Tamara, nous sommes tellement honorés de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Merci de partager votre expertise et votre temps avec nous aujourd'hui. Alors, commençons la conversation. Notre première question, la voici. La recherche que nous avons faite confirme que les personnes 2SL LGBTQ+ sont disproportionnellement impactées par la violence genrée et vivent cette violence de façon distincte. Donc, comment est-ce que vous percevez la violence fondée sur le genre dans la façon dont elle impacte les personnes 2SL LGBTQ+, particulièrement les personnes marginalisées? Sisway et Honneur, je vais passer la parole pour que vous commenciez la conversation. Merci, Julia. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Je suis vraiment contente qu'on a eu cette occasion de partager un peu de nos points de vue, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, surtout sur les violences, surtout sur la violence fondée sur le genre. Donc, juste pour répondre à tes questions, Julia, donc ce qu'on voit, donc je vais un peu parler de notre point d'entrée. Donc, on travaille surtout avec les personnes qui sont des immigrants et réfugiés, mais aussi qui s'identifient comme étant des personnes LGBT. Donc, comme vous le saviez déjà, on travaille à travers le province et aussi on veut s'assurer que ces personnes-là, donc les migrants LGBTQIA, ont accès à des espaces plus sûrs et aussi ont accès à des services accessibles et positifs. Donc, quand on pense à la violence que les personnes LGBTQIA font face, je le décrirais surtout comme étant une violence qui est polyviolente. Donc, c'est une violence qui est ressentie à plusieurs niveaux. Comme les recherches nous démontrent ou relèvent, on voit vraiment que les personnes LGBTQIA font face à des violences à cause de leur communauté ou bien à la famille ou à cause de l'État. Et en travaillant avec les personnes LGBTQIA qui sont des immigrants et réfugiés, on remarque aussi il y a cette nuance de violence qui a été faite basée sur leur genre. Donc, avant leur arrivée au Canada, à cause des lois qui sont contre les personnes LGBTQIA, ils subissent des violences qui sont faites par les États. Et la plupart des fois, les personnes qui sont perçues comme étant des personnes LGBTQIA sont mises en prison ou bien sont torturées et subissent des violences de genre. Et de là, quand on les accueille au Canada, la plupart des fois, on est vraiment implicite car on remarque même pas ou on comprend pas leur vécu, donc les traumas qu'ils ont subis dans leur pays d'origine. Et quand on essaie de leur donner des services, on oublie le fait qu'il y a une trauma où il y a déjà une stigma quant à leur identité. Donc, le fait que les prestataires de services, il y a une dynamique de pouvoir qui s'établit entre les prestataires de services et aussi les fournisseurs de services. Et il y a des fois, on remarque que les fournisseurs de services ou bien ceux qui bénéficient de ces services ont une crainte de dévoiler ce qu'ils ont subi. Et la plupart des fois, les fournisseurs de services oublient qu'il y a toute une communauté qu'il y a toute une communauté autour de cette personne-là. Donc, les personnes aussi peuvent subir des violences, des harcèlements de leur pays d'origine quand ils sont ici, ou bien aussi, dépendamment de leur entrée au Canada, ils peuvent aussi avoir des cas de violence quant à leur sponsor. Et c'est ça qu'on remarque aussi. Donc, en ayant cette lentille de cette violence, on remarque aussi que, surtout pour les personnes trans qui sont LGBTQIA, s'ils ont subi des violences fondées sur le genre, ils ont des fois des barrières pour accéder aux services
parce qu'ils n'ont pas les documentations qui reflètent leur réalité. Et donc, ces personnes peut-être ont une crainte de subir une transphobie après avoir subi des violences fondées sur leur genre. Donc, j'aimerais bien parler de deux exemples qu'on a remarqués, qu'on a en parlé lors de la pandémie. Et c'est un exemple d'un couple gay qui était, il y a, donc c'était un couple gay, donc il y a une personne qui a été sponsorisée pour venir au Canada. Et donc, pour s'établir au pays, il faut comprendre une langue, il faut savoir comment naviguer le système. Et avec cet exemplaire, on a remarqué que le sponsor ne voulait pas que son partenaire accède à des services de langue parce qu'il avait une crainte que son conjoint allait le laisser ou bien il se piquait des crises de jalousie. On ne sait pas vraiment c'est quoi l'histoire derrière cette violence, mais le fournisseur de services nous a décrit nous a décrit comment c'était une expérience pour que la personne puisse dévoiler le fait qu'il est en train de subir cette violence à la maison. C'était grâce à un partenaire communautaire ou un membre de la communauté qui a pu être un allié pour cette personne-là parce que la personne, de un, n'avait pas le langage pour décrire ce qu'il a subi. Et d'une autre part aussi, la personne s'était aussi sentie isolée. Donc, avec ces exemplaires, on remarque que les personnes immigrantes et réfugiées qui sont LGBTQIA ont la plupart des fois une barrière de langue. Sans comprendre vos alentours, vous aurez aussi une manque de compréhension sur comment naviguer le système, comment identifier des personnes clés afin de vous soutenir si vous subissez des violences. Et aussi le fait que leur statut immigrant fait vraiment des barrières à leur accès de services. Donc, on revoit aussi que la plupart des fois, les femmes trans qui sont des migrantes travaillent dans des situations plutôt précaires et des fois, s'ils subissent des violences, ils n'ont pas nulle part où partir pour accéder à de l'aide parce qu'ils ont une crainte pour dévoiler qu'ils ont subi des violences juste au fait que ça se peut ils vont subir plus de violences à cause des différentes institutions qui sont connues comme étant traditionnelles, étant violentes traditionnellement. Donc ça, c'est un des différents volets sur lesquels qu'on remarque que les personnes immigrantes et réfugiées subissent des violences fondées sur le genre. Thank you, Sizwe. Merci, Sizwe. Ça dépeint vraiment un portrait très important par rapport aux barrières et au type de violence genrée que les réfugiés, les immigrants de LGBTQ+ vivent. Entre autres, la violence perpétuée par l'État, les barrières de la langue, le statut. Onur, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose là-dessus? Je pense que ce que Sizwe a dit a vraiment couvert en détail plusieurs des choses dont je voulais parler. Donc, moi, je pense que j'ai rien à rajouter nécessairement. Comme je le disais, je voulais simplement souligner particulièrement le statut précaire du manque de statut légal, le manque de respect que les personnes de LGBTQ+ vivent particulièrement, puis aussi la violence perpétuée par l'État qui est invisible, puis aussi de vraiment bien comprendre la violence fondée sur le genre. Je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent et que c'est quelque chose qui est vécu de façon particulière par les réfugiés et les personnes immigrantes qui sont à un statut précaire, qui sont le plus à risque, le plus vulnérable à la violence fondée sur le genre, qui ont peut-être pas le moyen d'obtenir des services pour s'aider. Donc, la violence perpétuée par l'État, c'est vraiment quelque chose de super important. Merci.
Merci pour ces connexions, Honneur. Quel endroit important où commencer cette conversation. Jess et Tamara, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à cette question quant à la violence fondée sur le genre qui impacte vos collectivités? Oui, je serais heureuse de sauter dans la conversation. Je viens du traité 6 qui est ici en Saskatchewan. Et quelque chose qu'on a remarqué pour les membres de notre collectivité qui sont bispirituels, c'est qu'à cause de l'impact de la colonisation, plusieurs personnes bispirituelles ne sont pas bien accueillies dans leurs cérémonies traditionnelles et dans leur collectivité traditionnelle et ont vraiment beaucoup de difficultés à avoir accès aux aînés et aux personnes qui sont les gardiens du savoir et qui affirment d'avoir accès finalement aux enseignements traditionnels et de se sentir accueillis pour avoir leur place dans le cercle. Donc, c'est vraiment un gros défi pour beaucoup des jeunes bispirituels qui essaient de reconnecter avec leur culture, avec leur communauté et qui réalisent qu'ils doivent laisser une partie d'eux-mêmes à la porte, qu'ils ne peuvent pas être pleinement eux-mêmes dans ces rencontres. Donc, ils doivent décider, OK, est-ce que je veux exister dans ma collectivité autochtone, mais laisser mon côté queer, mon côté trans, mon côté LGBTQ à la porte, ou est-ce que je veux être accueillie dans des espaces queer qui sont probablement souvent plus blancs et qui sont malheureusement fondés dans un espace où la suprématie blanche a eu beaucoup d'impact et laisser mon côté autochtone à la porte. Donc, c'est très, très difficile. Donc, j'essaie de travailler pour s'assurer que les membres de notre collectivité qui sont bispirituels aient accès aux enseignements traditionnels, aux espaces sacrés. Merci, Jess. Je sens que je ne suis pas une fournisseur de services, donc je ne peux pas parler particulièrement d'une collectivité, mais j'aime beaucoup vous entendre parce que ce sont des expériences vraiment intéressantes et enrichissantes avec les personnes immigrantes et les personnes bispirituelles, mais je pense que ce sont des questions qui doivent vraiment être soulignées. Mais je voudrais apporter la conversation vers quelque chose d'autre par rapport à la violence genrée qui est vécue par les personnes de LGBTQ+, parce qu'il y a sûr qu'il y a différents niveaux auxquels il y a des obstacles qui sont ajoutés parce que les gens ont des identités qui sont complexes ou un contexte qui est particulier, mais simplement pour donner mon opinion sur les personnes qui sont queer. Il y a certaines choses que les personnes qui ne sont pas queer ne vont pas vivre quand on parle de la violence genrée, que ce soit la menace de la violence ou l'acte violent lui-même. Je sais que ça peut vraiment impacter la façon dont comment va vivre cette violence genrée ou selon si cette personne va le vivre sans en parler ou si la personne va se sentir à l'aise d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Et quelque chose qui est très important, je sais que la trousse le mentionne beaucoup, mais un des problèmes importants, c'est à quel point les cercles sociaux sont petits. Et je pense que ça c'est vrai pour toutes les collectivités. Plus tu as une identité complexe, plus ton cercle social se réduit et est très petit, plus ta communauté est petite et puis ça devient très coûteux de parler de violence genrée, même à des amis proches, parce que ça se pourrait que les gens connaissent la personne qui a fait des actes violents contre vous. Donc, est-ce que tu peux en parler vraiment de façon sécuritaire sans mettre en risque tout ton réseau social? Donc, c'est même pas juste est-ce que je peux avoir accès à des ressources, c'est est-ce que je suis même capable d'en parler sans avoir peur de perdre mon réseau social. Et je pense que c'est quelque chose qui est ultra important qui affecte toutes les personnes de LGBTQ+. Et je pense que ça devient encore plus vivement vécu par les personnes qui sont marginalisées, qui sont dans des groupes encore plus marginalisés. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important, ce que tu mentionnes, Tamara. Merci pour ça. Et ça nous amène très bien vers notre deuxième question.
La violence fondée sur le genre est souvent comprise à travers une lentille blanche, cis, hétérosexuelle, classe moyenne ou un peu entre guillemets la femme blanche qui est abusée, puis son partenaire qui est un homme qui est un abuseur. Et ça, cette vision fait en sorte que c'est difficile de reconnaître la violence genrée qui est vécue par les personnes de LGBTQ+. Alors, comment est-ce que les fournisseurs de services sociaux problématise cette compréhension hétéronormative et blanche? Tamara, je vais revenir à toi pour cette question. OK? J'ai beaucoup d'idées là-dessus, donc soyez patients avec moi. Je vais essayer d'organiser mes pensées et de rester concise, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça qui a rapport à l'ostracisation. Parce que bien sûr, quand on parle de fournisseurs de services sociaux, on parle de services, on veut que les services soient plus inclusifs. Et il faut que ce soit très important pour que lorsque quelqu'un se tourne vers un service, que le service en question soit accueillant pour cette personne-là. Mais même avant de se rendre à cette étape-là, la personne doit être capable d'identifier que leur vécu est une expérience de violence genrée et savoir vers qui se tourner, à qui demander de l'aide parce que ça peut être très difficile pour les personnes de SLGBTQ+, de réaliser que ce qu'elles vivent est de la violence fondée sur le genre. Et puis, je repense, mettons, à la discussion d'hier par rapport à comment est-ce qu'on peut briser cette dichotomie entre les personnes qui sont des abuseurs et les personnes qui sont des abusées. Souvent, c'est vraiment une vision qui est très cis et hétéronormative. Et puis, des fois, peut-être qu'on va on va faire des actions, puis on ne se rend même pas compte que ce sont des actions qui sont violentes. Donc, je pense que sous tous les angles, il faut regarder. Il faut vraiment, en fait, étendre cette conversation. Donc, je ne réponds pas vraiment à la question. Je vais juste parler du comment, là, en ce moment. Mais je pense que c'est très important. Et je pense que oui, c'est le pouvoir des histoires qu'on raconte. Donc, quelqu'un hier avait mentionné que dans les années 70 et 80, il y avait cette histoire qui était très genrée sur la violence sur le genre. Et ça a vraiment eu un rôle à jouer important sur cette vision de comment les femmes pouvaient se défendre de la violence fondée sur le genre. Mais là, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut vraiment diversifier les histoires qu'on raconte. Et en tant que fournisseur de services, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de créer des espaces où on peut raconter ces histoires, où on peut trouver ces histoires et les raconter, les partager, que ce soit des campagnes de prévention, des sites web. Et je ne parle pas seulement de rendre la langue inclusive, mais vraiment de partager des images qui sont plus diverses, de tranquillement, mais certainement, et j'espère pas trop lentement, diversifier la vision que le public a de la violence fondée sur le genre pour que les gens puissent reconnaître ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles sont en train de vivre. Et pour que lorsque quelqu'un vienne chercher les fournisseurs de services, que l'attente soit plus élargie sur qui va venir vers moi pour des services, que ce soit plus ouvert. On va en reparler encore plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de tout ça qui a par rapport à la formation. Je vais juste laisser ça ici pour le moment, mais aussi, c'est d'avoir des gens qui ont vraiment font partie de la communauté. Je pense que les gens qui doivent parler de tout ça sont des gens qui, effectivement, fournissent des services, font partie de collectivités LGBTQ+A. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée, c'est d'établir des connexions, puis de vraiment d'entendre les histoires, puis de les intégrer dans notre propre travail. Voilà, j'ai beaucoup d'idées, mais je vais arrêter ici maintenant. Merci, Tamara. C'est vraiment une question excitante avec beaucoup de choses à dire. Jess, je te vois au bout de ton siège. Oui, je suis d'accord avec toi. Et oui. Alors oui, je pense, pour commencer par comprendre pourquoi le cadre de la façon dont on perçoit cette violence fondée sur le genre et pourquoi est-ce que c'est présenté comme étant un problème cis et hétéronormatif. Il faut aller à la racine de pourquoi est-ce que ça a été présenté comme ça, parce qu'il y a tellement de notre compréhension de la violence, en général même, mais de la violence fondée sur le genre, est fondée sur la colonisation et la suprématie blanche. Et dans ces visions du monde, des normes du genre, des normes, des relations
compréhension. Lorsqu'on regarde un problème seulement avec cette vision du monde très étroite, ça ne donne pas l'espace aux gens qui existent en dehors de cette vision du monde ou de cette norme ou de ce type de relation. Donc, ce manque de compréhension intersectionnelle, comme on le voit, ça cause des torts aux communautés. Donc, d'essayer d'effacer les différentes savoirs, des différentes façons de savoir, les différentes façons d'être et cette idée d'homogénéiser la collectivité d'ESLGBTQ+, comme étant une seule communauté, comme si on était tous pareils, qu'on avait tous les mêmes problèmes, ça élimine et ça efface et ça minimise les expériences uniques des gens qui ont des identités qui s'intersectionnent. Donc, mon travail auprès des fournisseurs de services pour les éduquer a vraiment été important. Ça a été important pour moi de parler de l'histoire et de l'historique et des impacts de la colonisation sur la violence fondée sur le genre partout sur l'île de la Tortue ou l'Amérique du Nord. Et c'est vraiment d'aider les fournisseurs de services à quel point de comprendre à quel point c'est normalisé et c'est attendu le type de violence fondée sur le genre, particulièrement de la façon dont ça se présente dans les collectivités d'ESLGBTQ+. Donc, j'ai entendu beaucoup des personnes avec qui je travaille, auprès des fournisseurs de services qui ont dit « Oh mon Dieu! » Après avoir pris cette série de formations avec toi, je vois la violence genrée à des endroits où je ne la reconnaissais pas avant. Je ne savais pas que lorsque je disais telle chose, ça causait du mal. Donc, ça a été vraiment important d'aider à placer la violence fondée sur le genre dans son contexte historique pour que les fournisseurs de services puissent comprendre davantage. Parce que ça leur rappelle aussi que la force et la résilience de nos collectivités n'est pas venue sans coût. Ça a eu un gros prix. Ça nous a beaucoup coûté, ça nous a beaucoup blessés. Ça a été beaucoup de problèmes avec de confiance pour les services et ça se produit toujours. Ce sont des torts qui sont toujours en cours. Donc, je pense que c'est très, très important pour les fournisseurs de services de comprendre que l'éducation est la toute première étape, l'éducation et la conscientisation, mais que l'éducation ne peut pas être là où les fournisseurs de services s'arrêtent. Il faut mettre en application ce qu'on apprend. Il faut qu'on soit prêt à faire des erreurs. Il faut qu'on soit présent pour faire le travail interne et aussi pour questionner ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on observe. Encore une fois, il y a beaucoup de fournisseurs de services qui disent « j'ai peur de faire la mauvaise chose, j'ai peur de dire la mauvaise chose », mais cette inaction, ça crée déjà des torts. Donc, juste essayer de s'assurer que les fournisseurs de services qui se rendent compte que ça se produise déjà puis qu'il faut aller de l'avant, comment est-ce qu'on regarde ce qu'on fait puis qu'on trouve de meilleures façons de le faire. Il y a tellement de valeur dans ce que tu dis, dans tout ce que vous avez dit. C'est vraiment impressionnant par rapport aux racines de cet archétype de la violence fondée sur le genre qui a ses racines vraiment dans l'histoire coloniale et la suprématie blanche. Et pourquoi est-ce qu'on y pense toujours comme étant un homme et une femme et que ce soit tellement ancré dans notre compréhension, dans la compréhension de la société dans l'ensemble. Donc, de faire cette éducation, de faire le travail interne et d'avoir le désir et l'ouverture d'aller de l'avant, puis de faire des erreurs, puis de progresser. Et ce que Tamara disait par rapport à la représentation aussi est très important. Comment est-ce qu'on va réussir à avoir des idées plus diverses, des images plus diverses, des représentations plus diverses, des histoires plus diverses de toutes les différentes formes de la violence fondée sur le genre pour que les collectivités du SLGBTQ+, puissent les reconnaître et les voir. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment est-ce que les fournisseurs de services, quels conseils avez-vous pour les fournisseurs de services sociaux pour qu'ils puissent dépasser certains de ces obstacles
qui posent des barrières aux personnes 2 et LGBTQ+, tant du côté de l'accès et du côté des bénéfices qu'on peut obtenir de la prévention et du soutien. Donc, Honor et Sizwe, commençons avec vous deux. Merci, Julia. Je pense que déjà, juste pour commencer à parler de ce qu'on a mentionné par rapport à placer les choses dans leur contexte historique, et je pense qu'on peut commencer par poser des questions difficiles mais importantes à nous-mêmes. Comment est-ce que la violence fondée sur le genre se présente dans mon travail, dans mon secteur? Comment est-ce que mes propres pratiques créent des barrières? Puis vraiment de réfléchir de façon critique au travail qu'on fait, tant en tant qu'individu et aussi au niveau de l'organisme. Par exemple, regardez comment est-ce qu'on détermine et évalue l'éligibilité aux services et au soutien. Comment est-ce qu'on détermine et évalue le genre d'une personne? Est-ce que c'est auto-identifié par la personne qui cherche des services ou du soutien ou est-ce que c'est fondé sur des questions de base qui sont fondées sur des procédures légales ou le non légal? Donc, est-ce qu'on requiert l'identification des documents pour fournir des services? Est-ce que, comme on l'a mentionné plus tôt, les personnes qui n'ont pas de documents ne peuvent pas obtenir des services parce qu'ils n'ont pas de papier officiel et n'ont pas d'identification. Et lorsqu'on parle de réfugiés et d'immigrants, c'est un processus qui est vraiment compliqué d'obtenir des papiers qui reflètent vraiment leur propre nom et leur propre genre. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir aussi à avoir des interprètes pour réussir à surmonter la barrière de la langue? Comment est-ce qu'on comprend la diversité sexuelle? Est-ce que c'est fondé sur notre compréhension occidentale dominante, sur comment est-ce que les gens devraient s'habiller, avoir l'air, se comporter? Est-ce que les organismes, comme on mentionnait, particulièrement les personnes trans, marginalisées, comment est-ce que ces personnes-là sont plus vulnérables à la violence perpétuée par l'État? Est-ce que ces personnes-là ne se sentent pas en sécurité d'obtenir des services ou même de rapporter les incidents de violence? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que les gens doivent trouver des outils alternatifs et créatifs pour l'intervention et la prévention en dehors du système de justice criminelle, du système de justice criminelle nord-américain? Comment est-ce qu'on peut avoir des approches différentes à la justice et utiliser les initiatives de collectivités par les collectivités vers lesquelles les gens peuvent se tourner pour obtenir du soutien mutuel et comme demandé plus tôt, s'examiner soi-même, examiner notre culture, examiner notre travail, examiner notre compréhension des comportements acceptables fondés sur les connaissances coloniales qui nous ont été informées. Là, je partageais un exemple. On avait eu 2 femmes trans qui étaient en relation ensemble, qui étaient toutes 2 des réfugiés du Moyen-Orient. Une d'entre elles a essayé de chercher un fournisseur de services pour partager son vécu par rapport à la violence fondée sur le genre. Et il faut se rappeler que c'était après une très longue période de temps parce que la personne était déjà consciente qu'elles avaient peur ou qu'elles avaient peur par rapport à la possibilité d'avoir accès aux services ou de s'exprimer alors qu'elles sont encore en train de faire une demande de refuge comme réfugiés. Et la première. Et c'est pas, de toute façon, c'est pas. Puis les fournisseurs de services sont répondus, de toute façon, ça fait partie de ta culture de demander ça. Donc là, il y a aussi la question de l'islamophobie. Je pense que j'aimerais tellement avoir plus de temps pour parler particulièrement de l'implication de la violence genrée et islamophobe dans le secteur de LGBTQ+, parce que malheureusement, ce secteur est aussi l'islamophobie se présente aussi là-bas et les femmes musulmanes qui veulent partager de leurs problèmes particuliers et parfois les personnes vont leur dire c'est ça qui se passe si tu te retrouves dans une relation avec une personne musulmane, fin de la citation. Donc là, les gens vont peut-être pas se rendre compte que le client ou la personne qui cherche à obtenir des services est dans une relation violente avec une autre femme plutôt qu'un homme musulman comme ce que la personne a dit. Donc c'était vraiment
et alors que la personne n'a jamais voulu réobtenir des services. Donc, c'est très important d'être conscient des barrières et de comprendre comment le système qui combine aussi le racisme, la transphobie, l'homophobie et l'islamophobie travaillent ensemble pour créer des barrières à ces personnes et puis aussi essayer de centrer l'expérience et les voix des personnes qui sont les plus impactées. Ça veut dire créer et soutenir des services qui sont conçus et fournis par les collectivités elles-mêmes. Et puis, il y a des personnes qui ont mentionné déjà certaines choses, je veux les souligner encore une fois. Il faut vraiment chercher le leadership des collectivités et faire preuve et prioriser les voix des personnes les plus marginalisées dans la collectivité LGBTQ+, mais aussi particulièrement dans les rôles de leadership. Comme Tamal a mentionné déjà pour les besoins de la présentation et comme nous avons aussi dit dans la trousse, il faut aussi essayer d'obtenir de faire bâtir une relation de conscience plus proche, plus forte entre les organisations et finalement, il faut vraiment regarder nos pratiques et voir comment nos services sont adaptables et s'éduquer sur nos propres biais, nos propres présomptions. Et il faut aussi voir comment est-ce qu'on perçoit toutes ces structures sociétales et voir comment est-ce que ça change notre perception de ces personnes. Il faut aussi être créatif. Et comme on a mentionné, il faut aussi on a le devoir de faire des rapports auprès des agences du gouvernement, puis aussi trouver comment est-ce qu'on peut protéger les personnes qui essaient d'avoir des services en évitant de trop en déclarer. Wow, c'était vraiment très rempli. Est-ce que, Sisway, tu aimerais rajouter quelque chose là-dessus? On a tout décrit. Mais de ma part, juste d'une volée d'un aspect de langue, j'aimerais aussi donner une petite spécificité, surtout pour les prestataires de services qui sont francophones et qui offrent ces services fondés sur la violence contre le genre. J'aimerais parler du fait que il faut qu'on doit être plus attentionné sur le langage qu'on utilise. Donc, est-ce que votre agence est en train de féminiser la langue française? Est-ce que vous êtes en train de pratiquer un langage inclusif, surtout pour les personnes LGBTQIA qui sont en train d'accéder à vos services? Parce que, comme on l'a décrit en avance, la communauté subit une polyviolence. Donc, c'est-à-dire que si j'ai été atteint d'une violence basée sur le genre et j'essaie d'accéder à votre service, mais vous avez des facilités qui ne reflètent pas mon genre ou bien qui sont pas attentionnées avec mon vécu. Donc, il y aura une double barrière qui pourrait se relever. Donc, il faudra qu'on soit plus attentionné, qu'on puisse parler des stratégies sur comment créer des hommes plus inclusifs. Mais ça, c'est juste un aspect que j'aimerais ajouter. Mais on a tout décrit déjà. Oui. Amazing. That's an important Merveilleux. C'est vraiment un ajout important. Merci pour ça. Tamara, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter en termes de conseils pour les fournisseurs de services qui veulent s'adresser à ces barrières? Tout d'abord, merci pour les conseils importants qu'on a à partager. C'est vraiment un bon point de départ. Et je voulais aussi ajouter juste un point d'avantage, c'est simplement la formation. Je pense qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le deviner, donc il faut vraiment participer à l'autoréflexion, c'est très important, et aussi il faut cerner nos lacunes et trouver des moyens d'obtenir de la formation, de se renseigner, que ce soit en ayant un partenariat avec un organisme LGBTQ+, ou peut-être d'avoir des formations centrées particulièrement sur la violence fondée sur le genre, et puis vraiment se servir de la formation pour étendre notre connaissance. Parce qu'il n'y aura pas seulement un cours et souvent nos apprentissages qu'on a eus dans le passé sont peut-être plus valides. Donc, il faut toujours continuer de se former constamment. Il faut vraiment rester à jour.
Et je pense qu'une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que même si tu as la meilleure formation au monde, même si tu essaies de rester à jour, il va toujours y avoir des circonstances que tu n'auras pas vues d'avance, que tu n'aurais pas pu savoir que ça allait être, pour lesquelles tu ne seras pas prêt ou prête. Donc, et tu ne te sentiras peut-être pas à l'aise. Donc, dans ces moments-là, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est premièrement, centrez-vous sur la personne, concentrez-vous sur la personne. Si vous rencontrez quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré auparavant, puis c'est une personne qui est très différente de nous, essayez aussi de faire preuve de curiosité, puis poser des questions qui sont pertinentes à l'interaction avec cette personne. Donc, plutôt essayer de refréner votre curiosité. Vous ne voulez pas satisfaire votre curiosité. C'est la première fois que vous rencontrez une personne, par exemple, non-binaire. Mais gardez en tête que est-ce que les questions que vous avez à poser, est-ce que ça a rapport avec les services que la personne essaie de chercher? Si ce n'est pas le cas, si c'est juste quelque chose que vous voulez savoir, faites juste prendre une note mentale et tournez-vous vers d'autres ressources plus tard. Je pense que c'est vraiment très important parce qu'il faut établir des relations de confiance. Donc, si tu as un contact préétabli avec un organisme et quand tu te rends compte, oh, il y a quelque chose qui nous manque ici ou j'ai des questions d'extra que je n'ai pas, que vous ayez une personne avec qui vous avez une relation, une personne que vous connaissez, avec qui vous pouvez vous poser ces questions-là, qui n'est pas la personne qui cherche à obtenir les services. Il ne faut pas non plus que ce soit juste un membre de votre personnel ou une membre de votre personnel, parce qu'on le voit souvent qu'il y a souvent une personne dans l'équipe qui devient la personne référence pour toutes les questions par rapport aux collectivités LGBTQ+. Et là, ça peut être problématique parce que peut-être que cette personne-là n'a pas nécessairement toutes les connaissances. Donc, ça se limite à une seule personne, c'est pas suffisant. Et aussi, ça peut vraiment ajouter beaucoup de poids en termes des responsabilités de cette personne-là. Ça peut devenir épuisant pour cette personne-là. Donc, d'avoir une ressource externe vers laquelle vous tournez pour ne pas toujours mettre ce poids-là sur vos membres de votre personnel ou pire, sur la personne qui tente d'obtenir vos services. C'est très important. Et puis finalement, lorsque vous faites des interventions, reconnaissez lorsque vous avez quelque chose que vous ne savez pas. Reconnaissez vos lacunes. S'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de réponse, c'est mieux d'être honnête puis de le dire parce que la fourniture de services, c'est quelque chose qui va se poursuivre à long terme. Peut-être que cette fois-ci, il vous manque de l'information, il vous manque quelque chose, mais vous allez essayer de l'obtenir d'ici la prochaine rencontre. Donc, de reconnaître les domaines dans lesquels vous êtes moins confortable ou que vous connaissez moins, puis d'être honnête avec ça, je pense que c'est très important. Donc, ça, c'est ce que je voulais ajouter. Génial. Merci par rapport à ces commentaires sur la formation, sur les ressources externes et d'essayer de rencontrer les gens là où elles en sont dans leur parcours. Avant de passer à ma dernière question, j'aimerais rappeler à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui que nous avons une boîte de questions et réponses et que nous allons probablement avoir le temps pour une ou deux questions. Donc, sentez-vous à l'aise d'écrire vos questions sur la boîte de questions et réponses. Et pendant que vous faites ça, je vais demander ma dernière question. Comment est-ce que les fournisseurs de services sociaux peuvent renforcer leurs relations et je dirais renforcer aussi la confiance les uns envers les autres, que ce soit entre les organismes, mais aussi que ce soit à travers tout le secteur, pour vraiment renforcer les capacités et mieux soutenir les survivantes de SLGBTQ+. Jess, je te passe la parole. Oh, quelle bonne question! Alors, je pense quelque chose que j'entends souvent encore et encore de différentes communautés noires et autochtones, c'est qu'il faut qu'on travaille au bon rythme pour bâtir la confiance et les relations. Je me suis assise sur plusieurs conseils et comités de conseil. Je sais que pendant la pandémie, la connexion Internet était vraiment une barrière immense. En tant que conseil, on a beaucoup ralenti parce qu'on partage habituellement un repas et puis on a des conversations sans ordre du jour et puis on partage en cérémonie et en rire parce que pour nous, c'est médicinal. C'est quelque chose qui nous aide à aller de l'avant. Alors, c'est très important lorsqu'on fait des plans pour quelque chose, de ralentir et de prendre le temps
d'établir des relations, des connexions avec la communauté avant même de vraiment planifier, avant de passer à l'action. Il faut commencer par créer les connexions. Comme j'ai mentionné plus tôt, je pense aussi que c'est tellement important en tant que fournisseur de services de faire le travail interne pour que lorsque nous faisons des erreurs, pas si nous faisons des erreurs, mais quand nous faisons des erreurs, que nous ne sommes pas fragiles quand les gens nous disent « Ah, tu as fait une erreur » ou « Ah, tu as causé des torts ». Il faut qu'on soit vraiment à l'aise avec l'idée d'être mal à l'aise. Il faut être prêt à avoir ces conversations où on laisse notre personne un partenaire lui dire « Ah, je trouve que tu es génial, mais cette publication que tu as partagée ou cette action que tu as faite ou cette chose que tu as dit, ça a cet impact-là. Comment est-ce qu'on peut en parler de cet impact-là sans se fermer complètement puis complètement s'affaisser? Comment est-ce qu'on peut en parler, puis prendre des mesures pour aller de l'avant ensemble? Parce qu'encore une fois, il faut prioriser la sécurité, le bien-être et les droits humains des personnes LGBTQ+. C'est plus important que le fait d'être à l'aise. Et même pour les politiques, pour les personnes qui ne sont pas LGBTQ+, parce qu'on entend souvent qu'il y a seulement une personne qu'on essaie de servir ou ce problème-là, ça ne sort pas souvent, donc on n'a pas besoin de politique autour de ça, ou peu importe ce que c'est. Et puis, ça inflige encore plus de tort sur les personnes qui déjà ont des difficultés et vivent des défis. Alors, il faut reconnaître que nous sommes des êtres humains qui ont fait des erreurs, que personne ne fait ce travail de façon parfaite, moi comprise, et qu'il faut être présent, faire preuve de responsabilité, avoir des conversations inconfortables et apprendre de nos erreurs pour être en mesure d'être responsable face à nos collectivités, puis de bien grandir ensemble. Merci, Jess. Sizwe ou Honor, est-ce que tu aimerais répondre à cette question? Si tu veux, je peux prendre la relève, Honor. Donc, de notre part, on parlait de l'importance de pratiquer une forme de autoréflexivité, donc de vraiment prendre en compte les différentes composantes d'une culture. Donc, la culture de là où vous offrez des services, la culture d'où la personne qui accède des services vient d'eux. Donc, il est important de comprendre les différentes cultures qui accèdent à vos milieux de travail, mais aussi la culture de vos bénéficiaires de services afin d'établir un langage commun, afin de desservir des services qui sont plutôt contextuels, rassurants et positifs. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi des manques de ressources contextuelles dans les langages des personnes qui subissent ces traumas, qui subissent ces violences. Et aussi, il faut partir au-delà de juste traduire un document, mais de prendre en compte les différentes spécificités des différentes cultures d'une personne. Donc, ça, j'aimerais ajouter que les différents fournisseurs de services qui proviennent de différentes cultures ou même qui parlent de différentes langues, on a déjà mené beaucoup de recherches sur ce domaine-là, mais comment faire en sorte que nous établissons un langage commun et établissons aussi une sorte de universalité afin de desservir les personnes d'une bonne manière. Ona, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, je te passe la parole. Thank you, Sizwe, for that. Merci, Sizwe. J'avais en fait commencé notre période de questions-réponses parce qu'il nous reste seulement quelques minutes et nous avons d'excellentes questions ici. Alors, tout d'abord, il y a une question. Comment est-ce qu'on crée un équilibre entre
les besoins en matière de violence fondée sur le genre sans stigmatiser davantage des collectivités qui sont déjà marginalisées et qui sont déjà opprimées. Est-ce que quelqu'un aimerait répondre? J'ajouterais simplement que il y a déjà d'incroyables rapports, d'incroyables ressources et trousses d'outils qui existent, qui doivent être utilisés avant qu'on arrive et qu'on essaie d'obtenir plus d'informations. Donc, j'ai répondu à cette question dans le chat, mais j'encourage les gens de regarder ce qui s'appelle Restoring the Circle. C'est une plateforme d'apprentissage en ligne sur la violence fondée sur le genre et sur la façon dont cette violence impacte les personnes bispirituelles et les femmes et femmes trans autochtones. Et ça parle aussi de l'enquête sur les femmes et filles assassinées ou disparues. Et il y a toutes sortes de ressources qui existent qui ne sont pas utilisées des façons dont elles pourraient être utilisées. Donc, je vous recommande d'abord de regarder ce qui existe déjà parce qu'il y a vraiment des ressources incroyables. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, particulièrement comment éviter de surstigmatiser puis d'avoir encore la police qui se... Pas trop. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas, encore une fois, avoir des gens hétérosexuels qui nous examinent puis qui viennent nous dire quoi faire dans nos collectivités. On veut faire partie de la conversation là-dessus. Donc, je vous dirais vraiment d'engager les gens autour de vous qui sont LGBTQ+, et de vraiment nous inviter dans la conversation. Parce que si on est là, on va être en mesure de vous dire, vous donner notre perspective qu'une personne de l'extérieur de notre collectivité ne connaîtrait probablement pas. Donc, je pense que cette discussion doit avoir lieu non seulement par nous-mêmes, il faut qu'on la partage avec le secteur plus large de la prévention de la violence fondée sur le genre, mais si vous avez un réseau, je sais qu'au Québec, par exemple, on a tables de concertation qui sont des réseaux qui permettent aux participants du secteur de se rencontrer et de parler. Et ils vont parler de la violence fondée sur le genre, mais ils ne vont pas nécessairement parler seulement des personnes de LGBTQ+. Ils vont juste parler, mais on n'est pas invité nécessairement à la table. Donc ça risque de stigmatiser nos communautés davantage. Donc je pense que c'est très important de nous inclure dans ces discussions. Merci, Tamara. Je vais poser une dernière question de la boîte de questions et réponses. Quelqu'un a dit que nous sommes un centre pour les femmes qui est connu traditionnellement pour ses services aux femmes cis. Et même si on a certains clients de la collectivité de LGBTQ+, nous desservons principalement des femmes. Quelle recommandation avez-vous pour nous pour promouvoir nos services pour gagner un peu plus la confiance de la communauté de LGBTQ+, pour que les gens se sentent à l'aise de venir chercher nos services? Est-ce que vous avez des petits conseils rapides? J'aimerais sauter là-dessus. On a vu quelques cas similaires avec certains fournisseurs de services avec lesquels nous travaillons au Québec. Est-ce qu'ils ont mentionné qu'il y a vraiment fait une différence qui a permis à plus de personnes de LGBTQ+ d'accéder à leurs services? Ça a été d'organiser différentes formations sur les problématiques de LGBTQ+, offertes à différents organismes. Donc, d'avoir été vu à être en partenariat avec d'autres organismes de LGBTQ+, de participer dans leur campagne, de participer à des événements locaux, à des initiatives conjointes, ça a vraiment mis de l'avant que nos services vous voient. Vous êtes bienvenus ici. On veut que vous vous sentiez à l'aise de venir vers nous. Donc, je pense que c'est un bon point de départ. Merci beaucoup, Tamara. Est-ce que vous avez des derniers commentaires à ce sujet? OK, donc c'est presque la fin. Merci à tout le monde. Je vais redonner la parole à Hélène pour terminer la séance.
you so much, Julia. Jess. Wow, merci beaucoup, Julia, Jess Sizwe, Honor et Tamara, pour une conversation si enrichissante. Merci à tout le monde de vous être rejoints avec nous aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissantes que vous soyez venus ici avec nous et que nous sentons que nous travaillons tous ensemble pour faire des changements et nous assurer que nous ayons un futur positif. Nous allons avoir une dernière rencontre le 19 juillet qui va être centrée sur les organismes d'ESLGBTQ+. Les panélistes vont avoir des personnes de Project 10, de Rarity Now et de différents projets. Donc, sentez-vous à l'aise d'inviter les gens. Merci beaucoup à nos interprètes. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, notre enregistrement va être partagé sur notre page YouTube. Donc, passez une excellente journée. Merci tout le monde.